et à tous, bienvenue dans Santé Future, votre rendez-vous dédié à l'innovation en santé, toujours depuis la Maison des Polytechniciens à Paris, à l'occasion de l'événement Santé Future. Et pour ce nouvel épisode, on va parler technologie au service de la santé au quotidien. Pour ce faire, je reçois Thomas Serval, PDG du groupe Barracoda. Son entreprise transforme notre salle de bain en centre de prévention grâce à des objets intelligents. On verra comment ces innovations entendent changer nos habitudes. Le docteur Bono et son analyse seront au rendez-vous, bien sûr. Aujourd'hui, Hervé nous alerte sur un paradoxe. À force de tout connecter, ne sommes-nous pas en train de nous déconnecter de nous-mêmes? Et puis la pépite santé du jour, c'est Holicare, une solution pour prendre soin de la santé mentale des collaborateurs. Stéphane Crémades, cofondateur et CEO chez Holicare France, sera sur ce plateau. Et on commence avec Regard d'expert. Bonjour Thomas, bienvenue dans Santé Future. Bonjour. Et Hervé est là, bien sûr. Salut Hervé. Salut Alix. Thomas, vous êtes le PDG de Barracoda, un acteur majeur dans la tech santé. Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qu'est Barracoda? Alors Barracoda, c'est une société que j'ai créée il y a 20 ans avec une histoire un petit peu longue. On vient de la tech et on est tombé dans la santé un peu par hasard en inventant il y a maintenant 11 ans une brosse à dents connectée pour savoir si les enfants se brossaient bien les dents, qui s'appelait Colibri. Et depuis, on développe tout un écosystème d'objets, de systèmes d'information et d'IA autour de la prévention dans la salle de bain. Et alors pour revenir un peu à la genèse, comment est-ce que vous vous êtes intéressé à la santé du quotidien? Alors j'avais une fille qui se brossait pas les dents. À l'époque, j'étais le patron de Google pour l'Europe. Et il y avait cette idée dans la Silicon Valley que il y a une app pour régler tous les problèmes. Donc je voulais que ma fille se brosse plus les dents. Elle voulait jouer avec mon téléphone. Et je me suis dit, bah, si je lui trouvais une brosse à dents qui me remontait l'information sur la qualité de son brossage, parce que j'étais souvent pas là, mais elle voulait jouer, donc qu'on transforme cette activité qui est ennuyeuse en un jeu, bah, on pourrait peut-être trouver un deal. Et en fait, on a transformé cette idée avec mon associé pour en faire effectivement une brosse à dents intelligente. Puis après, des jeux vidéo qui apprennent à bien se brosser les dents tout en jouant. Et ça a très bien marché. Et justement, vos innovations, en fait, ce sont des objets parfois très banals. Donc là, une brosse à dents en l'occurrence. Il y a aussi le miroir, un tapis de bain. Ça, c'est vraiment inédit. Pourquoi ces objets deviennent de vrais outils de prévention? Alors, la vision qu'on a depuis le début, c'est que la salle de bain va devenir le premier lieu de soins. On s'en rend compte sans s'en rendre compte, puisque effectivement, du nourrisson jusqu'à la personne âgée, la salle de bain est l'endroit où on va faire un certain nombre d'actions qui sont des actions d'hygiène. Et l'hygiène a un grand rôle sur la santé. Et donc, en fait, à partir de la brosse à dents, on s'est demandé mais comment on peut récupérer les informations sur ce qui se passe dans la salle de bain, puisque c'est quand même compliqué de savoir ce qui se passe dans une salle de bain, parce que dans la salle de bain, vous vous enfermez même de votre propre conjoint. Et donc, ce n'est pas l'endroit où les informations digitales rentrent le plus facilement. Et donc, en fait, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on pourrait inventer ou utiliser comme objet que vous utilisez tous les jours? Et en rajoutant un petit capteur, on pourrait avoir de l'information pertinente. Donc, avec un petit capteur dans la brosse à dents, on sait si vous brossez tous les jours. Le miroir, il vous voit tous les jours, 1 heure par jour. Et quand vous dites on, donc c'est renvoyé à une application, qu'est-ce qui... Alors, la donnée, une fois qu'elle est capturée, elle peut être traitée localement, ou envoyée dans une application, ou envoyée dans un cloud. Si vous Quand vous dites localement, c'est-à-dire la dans personne le elle-même, miroir. Non, non, le miroir lui-même est intelligent, le tapis de bain lui-même est suffisamment intelligent pour... qui fait donc une sorte de pré-diagnostic? Par exemple, il Il peut dire alerte. j'ai réussi à capturer ton poids pour parler du tapis de bain, ou je l'ai pas réussi, ou il s'est passé quelque chose de pas normal. Il peut envoyer une alerte. Et pour être encore plus concret, quel type de pathologies peuvent être détectées et grâce à quel outil surtout? Avec la brosse à dents par exemple? Alors, la brosse à dents, on sait que 80% des maladies arrivent par la bouche. Et donc, quelque part, là, à peu près, pour prendre un ordre de grandeur, hein, le coût de la santé bucco-dentaire en France, c'est 12 milliards d'euros. Et on pense qu'un tiers de ce coût pourrait être évité avec un bon brossage. Les principales maladies, c'est la carie ou les gingivites, qui sont en général des choses qui arrivent parce qu'on ne se brosse pas assez les dents, et pas bien, et surtout pas partout. Et donc, typiquement, voilà un exemple très concret de à quoi un objet connecté peut servir. Prendre d'autres exemples autour, par exemple, du tapis de bain, deux problématiques. En fait, une variation de plus de 5% du poids dans un mois est une information médicalement pertinente. Or, on ne se pèse pas assez.
Donc, quelque part, le fait que notre poids ait varié significativement est une information qui n'est pas disponible, surtout si on a des problématiques. Or, on sait, par exemple, s'il y a une variation de... Alors, j'ai un médecin à côté de moi, il va pouvoir le confirmer, mais si on sait que votre poids varie de plus de 5 à 10%, eh bien, il se passe quelque chose dans votre santé. Et donc, maladie cardiaque... Donc ça envoie des alertes, finalement. Ça envoie des alertes. Autre exemple sur le tapis de bain, qui est aussi tout à fait pertinent. On s'est rendu compte, grâce à cet objet qu'on avait au quotidien, qu'on pouvait détecter le risque de chute. Pourquoi ? Parce que en fait, la chute, c'est une sorte de maladie. Les outils, les muscles qui vous permettent de vous rééquilibrer, où l'oreille interne se fatigue avec soit des accidents vasculaires, soit juste l'âge. Et en fait, notre outil maintenant est capable de détecter que votre score d'équilibre décroît, qu'il se passe quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant. Nous, on essaie d'inventer des objets sur lesquels on peut agir. Parce que si on vous donne un thermomètre, vous ne pouvez rien faire, c'est plutôt frustrant. Mais parce qu'il coach aussi, il y en a. Exactement. En fait, pour la brosse à dents, c'est le jeu vidéo. Comment on passe de la donnée brute au coaching, en fait? Alors, d'abord, on fait de la recherche. C'est-à-dire, quelque part, on essaie de voir si... on essaie de calculer ce qu'on appelle un index. C'est une grandeur qui va varier en fonction de la qualité de ce que vous faites. Donc, si vous vous brossez bien les dents, vous avez un bon index, vous avez un mauvais. Et puis, la deuxième chose qu'on va faire, c'est on va essayer de trouver des incentives, donc des applications, des stimulations, des notifications. Il y a plein de manières d'y arriver qui vont entraîner une réaction. Donc, par exemple, on sait qu'un enfant, s'il joue à un jeu vidéo avec la brosse à dents, il y joue pendant 2-3 jours et on observe déjà une augmentation du temps de brossage. Pareil pour le rééquilibrage, en tout cas pour les personnes âgées. En fait, on se rend compte qu'en faisant des petits exercices quotidiens, on arrive à réentraîner certains des muscles et à augmenter, à faire baisser ce fameux index de risque de chute, et donc quelque part de réaugmenter votre bien-être. Et ces objets du quotidien, ils collectent des données très personnelles. Est-ce qu'on risque pas de créer une nouvelle forme d'angoisse? Il y a un petit côté Big Brother. Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a la collecte de la donnée et la restitution de la donnée. La collecte de la donnée, elle existe déjà, que vous voyez ou non. Quand vous avez votre téléphone, il collecte tellement de données que ça vous ferait probablement plus peur si vous aviez conscience de tout ce qu'il collecte. Donc, la première des choses qu'on fait, c'est que pour entraîner, et en tout cas respecter ne serait-ce que la loi, on a le RGPD et on crée des produits qui sont privacy by design, ce qui veut dire que les données de vos objets ne quitteront pas ces objets sans votre consentement explicite. Et on le vérifie parce qu'il est révocable. Il faut que vous puissiez dire, je sais pourquoi, par exemple, on mesure mon poids tous les jours et j'accepte de le partager, soit avec mon praticien, soit avec mon conjoint, ce que je n'accepterai pas. Mais je peux contrôler cette donnée. Donc ça, c'est la partie contrôle de cette donnée. Et l'aspect Big Brother, il apparaît surtout si le rapport bénéfice-gain n'est pas bon. C'est-à-dire, quelque part, si on va mesurer le fait que vous ne brossez pas les dents pour augmenter le coût de votre assurance, là, vous n'allez jamais vouloir jouer. Si par contre, vous acceptez que quelqu'un surveille votre courbe de poids... Oui, je pense au tapis de bain, ça peut être pressurisant aussi, ça peut devenir obsessionnel, ça peut créer des troubles, même... là, je pousse... Alors, en fait, non, le paradoxe, c'est que c'est à vous de décider comment vous allez vouloir que cette donnée soit exploitée. Vous pouvez décider que vous voulez que personne ne la voie sauf vous. Vous pouvez aussi décider que, prenons un exemple plutôt joyeux, vous êtes une femme enceinte, votre courbe de poids, c'est quelque chose de très important. Vous voulez voir comment vous allez gagner du poids, parce que c'est une angoisse que vous partagez, mais que vous voulez peut-être partager avec le médecin. C'est vous qui décidez ce que vous faites de cette donnée, et les règles du jeu et les architectures technologiques sont là pour le garantir. Il n'est pas possible pour un tiers d'accéder à cette donnée sans votre consentement explicite, révocable. Et on a mis en place des verrous de sécurité supplémentaires. C'est-à-dire que même si par hasard, sans faire exprès, ça nous est tous arrivé, on appuie sur OK alors qu'on n'est pas... On a un système de double vérification. Voilà, on a un système de double vérification pour vous demander régulièrement, d'abord, est-ce que vous vous souvenez que votre poids est partagé avec telle personne ou tel praticien? Et puis, est-ce que vous voulez toujours lui partager ce poids-là ou pas? Donc en fait, la donnée en tant que telle n'est pas véritablement un problème. La question, c'est les règles de partage. Et il faut que le rapport gain-bénéfice soit suffisamment bon pour que vous vous acceptiez. Hervé? Oui, je suis fasciné. C'est vrai que se voir dans la glace, surveiller son poids, peut-être même surveiller sa peau, je ne sais pas si on peut dépister le mélanome, des choses comme ça. Et c'est quand même assez hallucinant. C'est vrai que du coup, vous vous retrouvez à la tête d'une tonne de data. Je comprends le problème RGPD et protection de la data, avec qui je la partage, c'est essentiel. Et est-ce que, ma question d'après, c'est qui va acheter ça? C'est-à-dire Madame Tout-le-Monde, j'imagine que ça coûte quelque chose, et est-ce que ça pourrait être prescrit par un médecin? Vous parlez d'une femme enceinte, est-ce qu'un gynécologue va dire à sa patiente, je voudrais suivre votre courbe de poids, par exemple, ça m'intéresse, parce que vous avez une grossesse à risque, peu importe,
voilà, achetez tel tapis qui coûte je ne sais combien et partagez les datas avec moi. Alors ça amène au business model de la société. Donc nous, on est une société de technologie, et donc on invente des technologies, et notre but, c'est d'avoir le plus grand impact possible. Donc ce qu'on fait pour y arriver, c'est que dans la plupart des cas, mais pas tout le temps, on essaie de voir des grands industriels qui ont déjà la distribution des systèmes en place pour leur dire, est-ce que vous voudriez rajouter cette corde à votre arc? Il y a des fois où ils veulent. C'est ce qui nous est arrivé avec la brosse à dents, avec Colgate. Il y a des fois où ils ne veulent pas parce qu'ils n'ont pas d'intérêt économique. Par exemple, aujourd'hui, sur les miroirs intelligents, les acteurs de la salle de bain sont très contents que leurs objets ne soient pas connectés. Ça leur fait plus de profit, moins de... Donc parfois, il faut des événements déclencheurs qui peuvent être une nouvelle start-up qui rentre sur le marché. Et dans certains cas, nous sommes nous-mêmes nos distributeurs et on amène ces choses-là. Par contre, pour répondre à votre question, est-ce qu'on peut le prescrire? Il y a d'abord, il y a des règles qui nous permettent ou pas de le prescrire. Donc ce qu'on essaie de faire, nous, c'est déjà de trouver des preuves cliniques, par exemple sur les tapis de bain, que ça marche. Dès lors, on le partage à la communauté scientifique. Dans un certain nombre de cas, il faut que ces produits soient certifiés, pas toujours. Typiquement, la brosse à dents fait partie des exceptions. La balance, dans un certain nombre de cas, n'a pas besoin d'être certifiée. Et en tant que dispositif médical ? En tant que dispositif médical, parce que quelque part, la communauté scientifique, notamment les médecins, ont besoin de prescrire, quand ils prescrivent, des choses qui sont validées. Il y a un certain nombre de dispositifs qu'on appelle les DTX, les Digital Therapeutics, qui sont des validations de concepts qui sont à la fois du médicament et du dispositif médical avec du digital. Et donc, on rentre dans ces problématiques. Alors, le malheur, c'est que, par contre, ce n'est pas très, très prescrit et pas très, très avancé en France pour plein de raisons réglementaires. Mais par contre, on voit ça très largement diffusé en Asie, au Moyen-Orient. Oui, vous êtes en Chine, en Corée, aux États-Unis. On est là où il y a des gens qui vieillissent parce que c'est plus vite et où il y a des gros investissements qui sont faits, notamment sur le bien vieillir. Parce que comment vous expliquez ces différences de perception sur la prévention? Alors, c'est simple et c'est triste et c'est bien. Pourquoi aujourd'hui, je prends l'exemple que je connais le mieux, c'est la carie. La carie, si vous avez une carie aujourd'hui, c'est 37 € remboursés à 100% par la Sécu. Donc, en tant que parent, même si la carie, c'est quelque chose de désagréable, est-ce que vous allez faire vos meilleurs efforts pour faire en sorte que vos enfants n'en aient pas? En fait, on observe que quand vous payez 500 $ aux États-Unis si vous avez une carie, ou que vous n'avez pas de dentiste facilement disponible dans des pays émergents, vous allez tout faire pour éviter de l'avoir et vous serez prêt à payer un peu plus pour éviter qu'elle arrive. Donc la raison, elle n'est pas culturelle, elle est économique. C'est ça que vous dites? Elle est essentiellement économique. Il y a une dimension culturelle. Si on regarde la logique de la médecine asiatique, vous ne payez votre médecin que quand vous êtes malade. Parce que vous ne payez pas votre médecin quand vous êtes malade, vous le payez que quand vous êtes en bonne santé. J'ai écrit un livre sur Soignons les gens en bonne santé. C'est grosso modo le concept de la médecine asiatique, c'est le rôle de votre médecin, c'est vous de maintenir en bonne santé, c'est pas de vous soigner, c'est que vous soyez toujours en bonne santé. Quand vous tombez malade, alors il n'a pas fait son travail, donc il n'est plus payé. Et alors Thomas, à quoi elle pourrait ressembler, cette salle de bain connectée dans 10 ans? Votre salle de bain connectée rêvée? Alors, qui peut en angoisser certains, mais qui pour vous, déjà, c'est un idéal. Déjà, elle va être très modulaire. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la même salle de bain, de toute forme. Donc, quelque part, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une sorte d'operating system, on appelle ça CareOS, qui va être un outil qui permet d'intégrer tous les objets connectés dont vous disposez, votre montre, votre balance, etc., et de faire en sorte que tous ces données parlent la même langue et puissent échanger leurs données entre eux. Donc ça, c'est la partie infrastructure. Après, vous aurez un certain nombre de capteurs. L'essentiel, ça va être basé sur un miroir ou en tout cas une caméra qui va permettre de récupérer des informations visuelles et plus un ensemble de sensors. Le poids étant un des éléments les plus informatifs. On va avoir aussi des éléments sur le rythme cardiaque. Et donc, en fait, finalement, dans votre salle de bain, vous aurez les 5 ou 6 choses qu'un médecin vous regarde à chaque fois qu'il vous voit et qui seront observées au cours du temps. Hervé. Moi, l'obésité, c'est le sujet à la mode. Tous les labos pharmaceutiques sont là-dessus. Vous savez que Novo Nordisk a un chiffre d'affaires supérieur au PIB d'origine de la Suède. Il faut quand même vous dire la taille de la boîte. Et donc, les anti-GLP1, puisque c'est de ça dont je parle, là, il y a quand même des millions de personnes qui vont prendre ces médicaments et qui vont surveiller leur perte de poids. Vu qu'il va y avoir des tas de médicaments de cette classe qui vont être lancés non remboursés, ils ont peut-être intérêt à s'acheter un tapis de bain connecté. Je ne sais pas combien ça coûte, mais pour bien vérifier qu'ils n'achètent pas des boîtes en trous. Ça coûtera une centaine d'euros et absolument. Et l'autre va coûter 500 $ par mois. Donc quelque part, on va rentrer probablement dans ces choses-là. En tout cas, le poids, comme je vous le disais,
le poids, le rythme cardiaque et l'activité sont quand même les 3 ou 4 éléments qui seront faciles à récupérer et peu coûteux. Finalement, la question, c'est toujours combien ça me coûte, à la fois en temps et en argent, de récupérer cette information. Et effectivement, récupérer son poids tous les jours, c'est quelque chose d'assez simple. Il faut juste créer l'habitude de se mesurer. Et c'est là où l'idée du tapis de bain a émergé par rapport à la balance sur laquelle il faut monter. Vous êtes dessus tous les jours. Et donc, vous n'avez plus l'impression de vous mesurer. Vous allez même sortir de l'obsession juste du poids indicateur, mais vous allez regarder la suivi, ce qu'on appelle le longitudinal, la courbe de poids, et c'est là que l'information est. Et finalement, où est-ce que vous vous situez entre bien-être et santé ? Nous, on ne voit pas vraiment de... Enfin, il y a une différence, mais elle est plus réglementaire que réelle de notre point de vue. Nous, on se concentre autour du fait de fournir des éléments qui permettent aux gens de rester en bonne santé. Et donc, quelque part, il y a des choses qu'on pourrait qualifier de bien-être, d'autres qu'on pourrait qualifier de santé, mais cette frontière... Alors, c'est ce que disent les gens qui viennent du bien-être et les gens de la santé ne veulent pas du tout entendre ça. Elle est quand même en train de s'étioler, de s'estomper. Merci Thomas, restez avec nous. On passe à l'analyse du Dr Bono. Et on passe donc à l'analyse du Dr Bono. Et Hervé, tu défends la thèse que le digital nous connecte à un monde virtuel qui nous déconnecte du monde réel. Effectivement, on peut se demander si aujourd'hui, il ne faut pas apprendre à se déconnecter des écrans pour mieux se reconnecter à la vie. On dit qu'on est connecté, avant on disait qu'on était branché. C'est un peu la même idée. Et on a parlé juste avant des objets connectés. C'est formidable en termes de développement et de tout le bien-être que ça va nous apporter. Mais entre les objets connectés, les mails, les réseaux sociaux et tout ça, on n'arrête plus. On n'arrête plus de regarder des petits écrans, des trucs. Et est-ce que c'est vraiment ça le progrès ? On peut même se poser la question de se dire, et si c'est qui l'objet ? C'est nous, non ? À force, on est tous scotchés, dépendants à nos téléphones, parce que je connais beaucoup de personnes qui ont 2 téléphones, voire 3, qui ont une montre connectée, une tablette, et qui passent leur temps à scroller, rafraîchir, regarder, etc. etc. Il faut quand même savoir qu'en France, on passe en moyenne 3h40 par jour à regarder les réseaux sociaux. Un adolescent passe plus de 7 heures. On voit quand même le problème se dessiner, hein. C'est un sujet. Et en moyenne, nous consultons notre smartphone 211 fois par jour. Du temps du BlackBerry, je ne sais pas si vous vous souvenez, on appelle cela le crackberry. C'était aussi addict que le crack. Chaque minute, 1,7 million de contenus sont publiés sur Facebook, 500 000 tweets sont postés. Franchement, il y a de quoi s'y perdre. Et sur Instagram, 700 000 stories sont mises en ligne. Donc 5 heures par jour en moyenne. Si on vit 80 ans, ça fait 17 ans. 17 ans, regardez ça, et on appelle ça la connexion. Parce que pendant qu'on like, on ne parle pas. Donc on se connecte à soi-même, voire au vide. Et nous sommes devenus, certes, les humains les plus connectés de l'histoire, mais paradoxalement, les plus seuls. L'OMS le dit, l'épidémie de solitude débarque. Et en corollaire, les études le prouvent, la dépression progresse. Plus on se connecte, plus on passe de temps, plus on est déprimé. Et pendant ce temps-là, donc, des objets connectés arrivent en plus, et c'est formidable, de plus en plus nombreux, pour surveiller notre forme, notre poids, notre vigilance, tout ce qu'on veut. Et ils mesurent tout, et ils vont sauver nos vies. Moi, j'en suis persuadé. Mais on peut se demander si tout ça va dans le bon sens pour notre santé quand même, notre santé mentale. En gros, tu nous dis qu'on est en train de se déconnecter de nous-mêmes et des autres. Totalement. Et c'est le principe de l'addiction. On le sait tous, mais on y retourne quand même. On aime ça et on n'arrive pas à se dépasser de ces objets. Et en plus, maintenant, on commence à se dire je vais télécharger d'autres trucs en plus de tout ce que j'ai déjà, à savoir des applis de méditation, de bien-être. Je vais même me payer des retraites de digital detox. Autour de moi, c'est la grande mode, qui en clair veut dire bon, ce soir, je coupe les notifications. On l'a tous fait, on les a tous recollés 2 jours après parce que bon, c'est saoulant, mais c'est quand même nécessaire, quoi. Et donc, on est tous en train de redécouvrir les vertus de la méditation en pleine conscience, des choses formidables qui nous réemmènent vers notre histoire originelle. C'est beau. Voilà. Donc, il faut se déconnecter, sans doute, pas pour renoncer au progrès, mais pour revenir à l'essentiel. La vraie connexion entre 2 êtres humains, c'est sans doute par le regard que ça passe et pas par le Bluetooth. Et pour finir, parce que je sais qu'Alix adore les clins d'œil musicaux, culturels, eh bien, en 1984, Michel Berger a écrit une chanson pour France Gall, un gros tube qui s'appelait Des branches. Des branches, tout est faux, tout est flou. Des branches et revenons à nous. Donc ça fait 40 ans, mais visiblement, c'est toujours la même chanson. Merci beaucoup Hervé. Thomas,
Défendez-vous. Je ne me sens pas du tout agressé. Enfin, je pense que les outils évoluent très très vite. Si vous regardez un peu comment les objets existent, moi je pense que les objets connectés, ils existeront autour de nous, mais ils n'interféreront de moins en moins avec vous. On appelle ça maintenant l'IA ambiantique. C'est quelque part, là, il y aura de l'intelligence partout, mais vous ne serez pas obligé d'être connecté. Elle comprendra ce que vous êtes en train de faire. Elle n'interviendra que quand elle est Oui, pertinente. on peut l'envisager aussi comme quelque chose de peut-être même plus intrusif. Donc, Moi, je le vois vraiment plutôt comme une manière d'avoir plus d'intelligence disponible autour de vous. Et c'est probablement comme ça que ça va se passer. On voit qu'à chaque fois que vous vous déconnectez, vous faites des ruptures de charge, vous passez d'un truc à l'autre, vous êtes moins productif, vous êtes moins bien, votre cerveau ne sait pas travailler comme ça. Et donc, je pense que probablement le travail des IA, ça serait de faire le filtre autour de vous pour pouvoir vous permettre d'être vraiment efficace et concentré. Et donc, quelque part, souvent, l'arme et le bouclier est fait du même métal. Et il est probable que les IA seront probablement les meilleurs remèdes à justement cette addiction, à cette connexion. merci beaucoup Thomas. Thomas Serval, PDG de Barracoda. Merci à toi Hervé. On passe tout de suite à la pépite santé. Et on termine cette émission avec notre pépite santé du jour. Aujourd'hui, c'est une innovation qui prend soin de notre santé mentale au travail. J'ai nommé Olicare. Et pour en parler, je reçois Stéphane Crémadès, cofondateur et CEO chez Olicare France. Bonjour et bienvenue Stéphane. Merci beaucoup. Olicare, c'est une plateforme digitale de santé mentale, mais ce n'est pas qu'une application. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre approche globale ? Alors, Olicare, c'est une solution digitale et humaine. Digitale qui nous permet de faire la détection de santé mentale auprès du plus grand nombre, les jeunes, les actifs et nos plus âgés. Les enjeux de santé mentale sont énormes en France. On a tous envie d'être heureux et en bonne santé mentale. Donc, le premier champ, cause nationale d'ailleurs. Grande cause nationale 2025. Le premier champ, il est digital avec la détection et de la prévention. Et le deuxième point, il est spécifique à Olicare, c'est que nous avons de la prise en charge humaine en téléconsultation avec une équipe de soins qui est là pour ramener les personnes qui sont en situation d'altération sévère de santé mentale dans un champ de sécurité, et nous y arrivons dans plus de 90% des cas. Et d'ailleurs, vous avez développé un outil, le OliTest. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste concrètement ? Vous n'avez pas fait votre OliTest ? Non, je n'ai pas fait mon OliTest. Alors l'OliTest, en moins de 7 minutes, vous allez pouvoir faire un petit check-up de santé mentale sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. C'est un outil qui a été fondé sur des questionnaires validés à l'échelle internationale d'un point de vue scientifique, et cliniquement validés, sur lesquels on a rajouté un algorithme propriétaire qui nous permet aujourd'hui de faire du pré-diagnostic efficace et pertinent. Et quel type de signaux faibles est-ce que ça détecte ? Alors, dans 84% des cas d'un arrêt long, il y a eu des signaux faibles dans les 2 ans qui précèdent. Le sujet des signaux faibles, c'est que la personne ne s'en rend pas compte, mais son entourage non plus. L'OliTest, il va permettre de mettre en exergue ces signaux faibles et de pouvoir agir avant que ça soit trop tard. Et comment est-ce que vous assurez, très important, on le sait, pour les patients, l'anonymat, la confidentialité des collaborateurs ? C'est déterminant pour pouvoir se déployer. L'anonymat, il est garanti chez Olicare par 2 moyens. Le premier, c'est que quand un salarié, par exemple, reçoit le lien, il va créer son compte avec son adresse personnelle. Le deuxième, c'est qu'au sein d'Olicare, uniquement les professionnels de santé ont accès à ces données. Donc on a une muraille de Chine qui a été mise en place au sein de la société. On fait des tests d'intrusion. Vous évitez au maximum la stigmatisation, quoi. En fait, c'est ce qui permet à quelqu'un d'avoir envie de faire son OliTest. Si demain, je vous dis, vous faites votre OliTest, mais tout le monde va savoir dans quel état de santé mentale vous vous situez, il y a peu de chances que vous le fassiez. Si on vous dit, vous pouvez faire votre check-up en moins de 7 minutes, vous allez avoir les résultats immédiatement, et on va vous garantir l'anonymat, vous allez le faire, et vous allez le faire régulièrement quand vous en ressentez le besoin. Et ensuite, il y a un passeport prévention. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Le passeport prévention, c'est que la majorité des personnes en France vont bien. C'est le premier élément de discours que l'on place, c'est que évidemment qu'on prend en charge les personnes qui vont pas bien, mais toutes celles qui vont bien, il faut les maintenir dans un champ de bonne santé mentale. Et donc quand vous faites l'OliTest, il y a toujours quelque chose qui s'allume, un peu de stress, un peu d'anxiété. L'enjeu, c'est d'avoir des programmes d'éducation thérapeutique qui vont vous permettre de comprendre ce qui se passe et d'avoir les outils pour pouvoir réagir à ces situations avant de se retrouver dans une situation de santé mentale altérée.
Et pour les cas les plus sérieux, vous proposez un parcours pluridisciplinaire. Oui. Comment est-ce qu'il s'organise? Alors, il s'organise grâce à des infirmières coordinatrices. Ce sont elles qui prennent en charge... Qui aiguillent, en fait. Qui aiguillent, qui stabilisent, qui rassurent, qui expliquent. C'est ce qui fait que... Est-ce que la plateforme, elle pose un diagnostic, un premier diagnostic? Oui. Qui est ensuite transmis aux infirmières? Un pré-diagnostic. D'accord. Et derrière, qui est cliniquement validé par nos équipes pluridisciplinaires. Et ces équipes, elles sont composées de qui? L'infirmière coordinatrice, psychologue, activité physique adaptée, diététicien, assistante sociale et du psychocorporel. On finit généralement les parcours pour potentialiser tout ça avec du yoga, de la méditation ou de la sophrologie. Et c'est ces parcours-là qui ont plus de 90% d'efficacité pour ramener les personnes qui ne vont pas bien. Oui, c'est une approche dont vous avez déjà mesuré l'impact. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner des chiffres? Bien sûr. On a fait une étude interventionnelle sur 3420 salariés entre 2022 et 2024, cadrée par un directeur de recherche de l'ICM, donc l'Institut du cerveau. Et les résultats sont très intéressants puisque l'OLI-test déjà permet une prise de conscience qui permet des actions autocorrectrices. Mais quand on a une prise en charge d'OliCare pour les personnes qui sont dans des situations d'altération sévères, par exemple, dans plus de 90% des cas, au bout du parcours de 3, 6 ou 9 mois, ils n'ont plus de symptômes anxio-dépressifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on évite de la souffrance, mais qu'on évite aussi l'arrêt de travail. Et ça intéresse énormément les entreprises, les assureurs et la sécurité sociale. Oui, parce que justement, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit accepté des deux côtés, collaborateurs, entreprises. Exactement. Et comment, justement, on fait accepter à une entreprise l'idée de leur proposer une solution de santé mentale sans reconnaître qu'ils ont un problème, en fait? Il faudrait que vous interviewez mes clients. Je vais essayer de parler pour eux. En fait, ils ont conscience aujourd'hui que la santé mentale n'est pas un champ qui est extérieur à l'entreprise. La santé mentale vient toucher au cœur de l'entreprise les capacités productives, la souffrance, et donc ils sont obligés aujourd'hui d'avoir une réponse. C'est aussi la loi, c'est-à-dire que l'entreprise et le mandataire social est responsable de la bonne santé physique, mais aussi psychique des salariés. C'est le premier point, mais derrière, on a une approche qui est aussi héroïste, c'est de dire à un chef d'entreprise, quand vous investissez dans OliCare, vous investissez pour réduire vos arrêts longs, qui sont la première cause d'arrêt aujourd'hui en France. Et dernière question, pardon, les côtés salariés, qu'est-ce que vous observez? Il y a plutôt un engouement? Alors, engouement, c'est un grand mot. C'est cynique, mais je veux dire, ils sont plutôt en ouverts. Fait, ils sont très ouverts. Quand on se déploie dans une entreprise, au bout du premier mois, on a 43% de participation. On s'est déployé aussi dans une école avec des étudiants il y a quelques mois. On nous avait dit les étudiants en fait sont très sollicités, répondent très très peu à ce genre de sollicitations. On a eu des scores de 60% de participation. Donc le check-up de santé mentale aujourd'hui, beaucoup de personnes ont envie de l'avoir, mais qu'il soit cadré, sérieux, scientifique et anonyme. Merci beaucoup Stéphane Cremades, cofondateur et CEO chez OliCare France. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup.